Bonjour et bienvenue à votre épisode du Jeudi sur Aisha. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode consacré à l'amour et à l'estime de soi. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience unique pour vous permettre de grandir dans cet amour et cette estime de soi. L'intitulé de cette histoire, c'est « Refuser d'être une victime ». Quelles que soient les expériences par lesquelles vous êtes passé, quel que soit ce que vous avez vécu dans votre vie, vous devez refuser d'être une victime. Je vais vous raconter ma petite histoire. Je suis née avec des jambes arquées. Vous avez souvent entendu parler des enfants bancals. C'était mon expérience, c'est ça. C'est comme ça que j'étais. Alors, quand je suis née ici, mes parents se disaient qu'au fur et à mesure que je devais grandir, mes pieds devaient se redresser et je devais devenir comme tous les autres enfants, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, à l'âge de 9 ans, ils ont été obligés de m'amener pour une intervention chirurgicale. Alors, on m'a ainsi fait une intervention chirurgicale. Alors, j'étais tellement contente à ce moment-là, parce que le médecin m'avait demandé de porter des prothèses en fer pendant une durée de 2 ans. Alors, j'étais tellement contente, j'étais tellement émue de pouvoir marcher droit comme les autres enfants que je n'ai même pas respecté cela. Ce qui fait que quand mes parents étaient sortis, j'essayais de marcher sans les prothèses, tout simplement parce que je voulais me voir marcher comme les autres. Alors, c'est ainsi que, n'ayant pas respecté les conditions, au bout de très peu de temps, moins d'1 an, je peux dire, la situation est redevenue à l'identique. Ce qui fait que, n'ayant pas porté les prothèses, je pouvais dire que c'était encore plus compliqué qu'avant parce que, avant l'intervention, je n'avais pas autant de douleurs. Mais après l'intervention, n'ayant pas respecté les consignes, les douleurs se sont carrément multipliées. Alors c'est ainsi que j'ai porté cette lourde charge, j'ai porté ce fardeau durant tout mon cycle primaire et mon cycle secondaire. C'est à l'âge de 20 ans, après l'obtention de mon bac, que les parents décident de refaire l'opération. Et je ne vous dis pas ce que j'ai vécu pendant ce temps. Pendant ce temps, c'était des moqueries, c'était des douleurs, c'était des déceptions, c'était des rejets. Et je ne peux pas compter le nombre de fois que je rentrais chaque jour dans ma chambre, que je m'agenouillais, que je pleurais par rapport à toutes ces moqueries que je suivais de la part de mes camarades, de mes amis, des passants, et je vous en épargne le reste. Alors, n'en pouvant plus, moi-même j'avais pris l'initiative. Je peux dire que c'est une inspiration. Je me suis mise à chercher dans quel hôpital ce serait possible de refaire mon opération. C'est ainsi qu'après l'obtention de mon bac, je me suis moi-même levée pour commencer à faire des recherches, pour aller des hôpitaux en hôpitaux, pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir dans quel hôpital serait possible de faire une telle intervention. Alors c'est ainsi que, un soir, ayant fait tellement d'hôpitaux, je suis arrivée dans un hôpital où le médecin m'a dit que c'était possible de faire une intervention chirurgicale de cet ordre dans l'hôpital où j'étais arrivée. Alors c'est ainsi que il m'a prescrit des examens, il m'a prescrit des analyses et tout ça, des radios, etc. Ce que j'ai fait par la suite, grâce à la contribution de mes parents, grâce au soutien de mes parents qui étaient toujours de tout cœur avec moi, c'est ainsi qu'on a pu faire les radios et tous les examens. Lorsque le professeur qui était le chef de tous ces chirurgiens est arrivé et qu'il a regardé les radios, il m'a dit que c'était vraiment très difficile de faire ce genre d'intervention parce que lorsqu'il fait ce genre d'intervention, c'est que le malade doit avoir moins
de 20 ans. Et alors, moi j'avais déjà 20 ans et il a dit vraiment qu'il ne peut pas prendre les risques de faire une telle intervention. Et il a dit même s'il le faisait, il fallait que ça se passe de façon vraiment très risquée. Il a cité un certain nombre de choses, etc. Et il a dit qu'il ne voulait pas prendre le risque de faire ce genre d'intervention. Alors j'étais tellement déçue, mais je savais qu'il y avait une solution. Alors, au moment où je m'apprêtais à sortir de l'hôpital, c'est un médecin de la bande, du groupe de ces chirurgiens qui m'a appelé. Il m'a donné l'adresse d'un hôpital. Et il m'a particulièrement parlé d'un médecin. Et il m'a demandé d'aller voir ce médecin. C'est ainsi que je suis allée voir ce médecin. Et lorsque je suis arrivée dans la soirée, dans l'hôpital, et le médecin était logé dans l'hôpital en question. Le souci, c'est que le médecin s'apprêtait à aller en congé. Le médecin s'apprêtait à prendre ses congés. Et ce soir-là, curieusement, il ne m'a même pas reçu à l'hôpital parce que je suis arrivée très tard dans cet hôpital parce que le jour que ce médecin du groupe des autres médecins m'avait donné l'adresse de ce médecin en question, j'ai décidé que je ne peux pas passer la nuit sans rencontrer ce médecin. Ce qui fait que je suis partie très tard et je suis arrivée dans la nuit. Ce qui fait que ce médecin, par la grâce de Dieu, il aurait pu refuser de me recevoir, mais il m'a reçu chez lui. Et il m'a dit, c'est vrai que je m'apprête à aller en congé. C'est même déjà, j'aurais dû aller en congé depuis longtemps, mais je vais faire ton opération. C'est vrai que ça fait un moment, ça fait longtemps que je n'ai pas opéré des cas âgés comme toi, mais je vais le faire. Et je lui ai demandé à peu près combien ça pouvait coûter. Je me disais que ça devait coûter une fortune énorme, je ne sais pas où mes parents pouvaient prendre cet argent. Mais, par la surprise que j'ai eue ce soir, il m'a donné un montant qui n'était même pas la moitié de ce que j'avais envisagé. Alors j'étais tellement folle de joie. Cette nuit-là, j'étais tellement contente au point que je n'ai pas pu dormir. J'étais si heureuse que je me voyais déjà marcher droit. Je me voyais déjà marcher comme tous les autres. Alors je suis allée annoncer la grande nouvelle à mes parents qui étaient tellement contents de savoir cela. Alors, après que j'ai eu cette bonne nouvelle et que je sois rentrée donner l'information à mes parents, je suis repartie pour faire les préliminaires, pour faire les préliminaires avant l'opération. Alors c'est le jour où, c'est à la veille de l'intervention que ma maman est venue pour que nous soyons hospitalisés, histoire de préparer l'opération. Alors l'opération s'est merveilleusement bien passée et à la suite de peu de temps de rééducation que j'ai passé là-bas, un jour je me rappelle, l'anesthésiste a dit à ma maman, donne-moi cette écorce avec laquelle tu es arrivée dans cet hôpital. Maman lui a dit, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Elle dit, mais non, donne-moi cette écorce. Parce que je ne comprends pas. Le médecin s'apprêtait à aller en congé, il avait déjà arrêté toutes les opérations, mais dès que vous êtes arrivé ici, il a bondi comme si c'est un ordre qui lui était arrivé du président de la République. Moi, je ne comprends pas, donne-moi ton écorce. Il a dit, moi, je n'ai pas d'écorce, c'est la prière. Il a dit, mais tu racontes des histoires et tout. Alors, ceci, c'est pour vous dire que vraiment, je ne m'étais jamais considérée comme une victime. Malgré toutes ces situations, malgré toutes ces humiliations, malgré toutes ces déceptions que j'ai eues, que j'ai vécues, ces rejets que j'ai vécus, de la part des camarades, de la part des amis, de la part de tout ce que je rencontrais sur mon chemin, je ne m'étais jamais considérée comme une victime. Au contraire, malgré cela, je réussissais très bien dans mes études. Parce que quand je rencontre même des camarades aujourd'hui, ceux qui parviennent à me reconnaître, bien évidemment, ils me rappellent toujours cette époque. Alors, dans la suite, tout s'est bien passé. Et la première fois, quand j'avais 9 ans et qu'on m'a fait une intervention chirurgicale, j'avais perdu une année scolaire. Mais cette fois-ci, pendant que j'étais encore en rééducation à l'hôpital, pendant que j'étais encore en phase de récupération par rapport à mon opération, j'ai décidé que je ne perdrais pas cette année. Même s'il fallait que j'aille
à l'école en béquille, ce que j'ai d'ailleurs fait, je ne perdrai pas cette année scolaire. Alors, c'est comme ça que j'ai demandé à mon petit ami d'aller rencontrer mon papa. Mon petit ami qui est d'ailleurs mon mari aujourd'hui, j'ai lui demandé d'aller rencontrer mon papa pour lui demander de lui donner mon acte de naissance et tout ce qu'il fallait pour aller me faire les prescriptions à la faculté, vu que je venais d'avoir mon baccalauréat. Alors, c'est ainsi que j'ai été prescrite à la faculté et dès mon retour de l'hôpital, même contre l'avis de mes parents, j'étais décidée à ne pas rester à la maison. J'étais décidée à ne pas perdre cette année scolaire. C'est ainsi que je me rendais à la faculté avec mes béquilles. Tous ceux qui se souviennent encore de moi cette période-là, quand on se rencontre aujourd'hui, me demandent mais où sont tes béquilles, comment ça s'est passé, etc. Une fois de plus pour vous dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la situation que vous avez vécue, n'abandonnez jamais, ne vous considérez jamais comme une victime, mais prenez tout cela comme étant un plus qui vous permet d'avancer dans la vie. Ce n'est pas tout. À la suite de ça, pendant que j'étais à la faculté, et parce que c'était les cours du soir, à la faculté, on était programmé en cours du soir. Alors, j'ai décidé qu'en journée, je ne vais pas perdre mon temps. J'ai demandé à ma maman de me trouver un peu d'argent. J'ai fait un petit commerce à côté de la maison, une petite boutique à côté de la maison, dans lequel je vendais du pain, du chocolat, etc. Un peu de tout pour le petit déjeuner, des accessoires, etc. Ce qui fait que j'avais des sous. J'avais un peu de sous pour pouvoir payer mon transport, pour pouvoir payer ma toilette, pour pouvoir me faire des petites choses, etc. Je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un qui avait mal aux pieds, qui ne pouvait pas faire quoi que ce soit, non. Je prenais mes béquilles, j'allais au marché acheter la marchandise, j'empruntais le taxi, on me mettait ma marchandise dans la voiture et c'est comme ça que je faisais mon commerce en journée. Et c'est comme ça que je faisais mon commerce en journée et je fréquentais le soir. Voilà pour ma petite histoire d'enfance. Alors tout récemment, j'ai vécu une situation qui pouvait encore faire que je me sente une victime, mais j'ai refusé d'être une victime. Je vous ai parlé d'une multinationale dans laquelle je suis entrée comme assistante. J'ai évolué, j'ai été promue au poste de responsable administratif et financière. Par la suite, j'ai été promue au poste de directrice administrative et financière pour la sous-région Afrique centrale. Alors c'est très beau. Sauf que par la suite, je ne sais pas par quelle magie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Des collaborateurs auraient monté une affaire qui serait partie jusqu'au groupe. Et grâce à cette affaire, j'ai été licenciée avec l'administrateur général de qui je dépendais directement. J'ai été licenciée avec l'administrateur général de l'Afrique centrale de qui je dépendais directement. Alors, tout s'est passé en 72 heures. Je n'ai même pas eu le temps de savoir ce qui s'est passé. J'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil de cette affaire. Je ne comprenais rien à rien. Je ne savais pas par où ça avait commencé. Et cette affaire n'avait ni tête ni queue. Comme si cela ne suffisait pas, on m'a porté plainte. Je suis allée devant l'enquêteur. Toutes les accusations qui étaient portées contre moi, j'ai apporté tous les justificatifs. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et par la suite, moi aussi, j'ai porté plainte. Il y a effectivement 1 an de cela aujourd'hui. Cette entreprise, cette filiale dans laquelle j'étais, a fait faillite. Aujourd'hui, je me retrouve au tribunal et je n'ai plus d'adversaire en face. Alors, face à cette situation, j'ai décidé de vivre, de célébrer et de saisir toutes ces opportunités pour avancer. Cette entreprise que j'ai contribué à créer, on était à un chiffre d'affaires, on parlait de centaines de millions. Et à ma sortie, on était à des milliards. On parlait du milliard du chiffre d'affaires. On parlait du chiffre d'affaires en termes de milliards.
Voyez-vous, j'aurais pu crier au scandale, j'aurais pu me tirer les cheveux, j'aurais pu pleurer, j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort en disant mais bien sûr. J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, j'aurais pu pleurer indéfiniment en disant que j'ai perdu le meilleur travail de ma vie. Mais au contraire, la formation de coach que j'avais commencé depuis 2016 et que je n'avais pas souvent le temps pour consacrer pleinement à cette formation. Mais grâce à cela, j'ai pu me consacrer pleinement à ma formation de coach. J'ai eu ma certification. Grâce à cela, j'ai pu me consacrer pleinement à mon entreprise parce que je ne vous dis pas que lorsque j'ai été licenciée, mon entreprise était également au bord de la faillite. Mais grâce au fait que je suis là, petit à petit, elle est en train de renaître. J'aurais pu prendre cette situation comme le ciel qui m'était tombé dessus. J'aurais pu me considérer comme une victime. J'aurais pu commencer à murmurer contre tous ceux qui ont contribué à tout cela. Mais j'ai décidé de prendre ça et d'avancer. J'ai décidé d'en faire une expérience pour bâtir ma vie, pour bâtir ce que j'ai à bâtir. Aujourd'hui, cette entreprise a fait faillite en moins d'1 an pour avoir limogé l'administrateur général et la DAF en même temps. Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient exactement. On ne se lève pas un matin pour limoger une DAF et un administrateur général d'une entreprise sans savoir comment cette entreprise marche et tout. Mais c'est arrivé et j'en fais de ça une expérience et j'en tire le maximum de profit que je peux en tirer pour pouvoir avancer. C'est ainsi la vie. Cette expérience, tout ce que je vous raconte, c'est pour vous faire comprendre que dans la vie, il ne faut jamais se considérer comme une victime. Lorsque vous voulez bâtir votre amour et votre estime de soi, quelles que soient les situations que vous rencontrez, prenez cela et faites de ça du positif. Faites de ça quelque chose de grand. Utilisez cela pour avancer. Parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours du positif dans n'importe quelle situation. Qu'il y ait un accident, qu'il y ait mort d'homme, qu'il y ait n'importe quoi, il y a toujours du positif dans tout ce qui arrive dans la vie. C'est une des grandes leçons que j'ai comprises face à toutes ces situations. Ne vous considérez jamais comme une victime. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne pour de futures vidéos.